Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre dernier intervenant, son Excellence, Michel Rambaud. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Vous êtes le dernier intervenant. On a pour une vingtaine de minutes de développer une thématique qui vous tient à cœur et aussi qui tient à cœur notre auditoire. Les racines du désordre qui caractérise la vie internationale d'aujourd'hui. Oui. De quoi il s'agit? Eh bien, écoutez, le désordre mondial, effectivement, finalement, comme m'aurait dit Monsieur de la Palisse, le désordre mondial, c'est le résultat d'une absence d'ordre mondial. Un ordre mondial, ça doit être admis et accepté par tout le monde, ça doit être une base commune. Or, ça ne l'est plus. Rapidement, en quelques phrases, je dirais, nous, depuis la Deuxième Guerre mondiale, le monde a connu l'équilibre de la guerre froide, un monde bipolaire qui était plus ou moins équilibré, l'équilibre de la terreur, mais enfin un équilibre quand même qui a permis d'éviter beaucoup de conflits. Il y avait une base commune, en tout cas, qui a été reconnue par les deux camps, l'Est et l'Ouest. Ensuite, en 1991, à la suite de la disparition de l'Union soviétique, on est rentré dans une ère américaine, dans 20 ans qu'on appelle quelquefois le moment unipolaire américain, c'est-à-dire où il n'y a plus qu'un seul pôle, le pôle occidental, et puis d'autres pays qui sont priés de se soumettre ou de se démettre. On appelle ça quelquefois le moment unipolaire américain. Cet ordre-là, donc, n'a pas été un ordre mondial, ni multipolaire, ni rien du tout. Ça a été marqué par une espèce d'unilatéralisme américain, un arbitraire dans le droit, et finalement, c'était la grande période qui a cassé le droit international, puisqu'il n'y avait plus d'équilibre, il n'y avait plus de frontières, disons, à ce qui était possible et pas possible. Et cet ordre unipolaire a duré à peu près 20 ans. Moi, je mets toujours comme fin de cet ordre unipolaire 2011, c'est-à-dire de 1991 à 2011, 20 ans très exactement. 2011, pourquoi 2011 ? Parce que nous revenons au Moyen-Orient, enfin au Grand Moyen-Orient, si on veut. C'est-à-dire, en 2011, il y a la résolution sur la Libye en mars 2011, où finalement il n'y a pas d'obstacle à une résolution pour provoquer une intervention militaire sur la Libye. L'intervention que l'on connaît, une intervention de l'OTAN occidentale, considérée comme abusive par beaucoup quand même. Et puis deuxièmement, en 2011 toujours, mais quelques mois plus tard, en fin d'année, il y a le premier veto russo-chinois qui s'oppose à une intervention militaire en Syrie et qui bloque toute possibilité ou toute éventualité d'intervention militaire en Syrie. C'est pour ça que je dis que c'est la fin de l'ordre unipolaire américain et le début de quelque chose qui se cherche. J'avais écrit à l'époque un article qui s'appelait En route pour un nouvel ordre mondial. Alors effectivement, on est en route vers un nouvel ordre mondial depuis 2011, depuis 8 ans maintenant, mais on n'est pas arrivé à cet ordre mondial. Quand on regarde, disons, sur la planète, dans le monde, sur la vie internationale, on remarque qu'il est évident qu'il y a probablement deux camps qui essaient de polariser les aspirations, qui présentent une vision du monde assez différente, mais il n'y a pas de base commune entre les deux finalement, entre finalement le camp occidental, comme on veut l'appeler, le camp occidentalo-israélien, si on peut dire, avec ses alliés, et puis le camp, disons, qu'on appelle le camp de opposé, c'est-à-dire le camp que mènent la Russie et la Chine, avec un certain nombre de pays, y compris dans la zone arabe et la zone musulmane, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, dans le monde, et que finalement,
des deux côtés, on n'a pas la même vision du monde et il n'y a pas en fait de référence commune. C'est pourquoi il est tellement difficile, non seulement de parvenir, il n'y a plus d'unanimité, et c'est quoi, Excellence, c'est quoi qui les différencie? Comment? C'est quoi les points de divergence? Les points de divergence, je crois que il y a d'un côté, il y a le camp, qui résiste, qui réclame, qui a été écarté un petit peu de la prise de décision, c'est-à-dire qui demande qu'on tienne compte, qu'il y ait vraiment une discussion, qu'il y ait des bases communes, et que les bases communes, c'est la Charte des Nations Unies, c'est ce qui fonde depuis 1945 l'ordre international, finalement la légalité onusienne. Le droit, la souveraineté des États, le principe de non-ingérence, le principe à l'autodétermination des peuples, le droit des États à choisir leur régime politique, et l'obligation de négocier, disons, en cas de conflit, et l'interdiction d'user de la menace. Finalement, c'est interdit par la Charte des Nations Unies. Ça, il y a un camp qui demande ceci. Et le camp finalement dominant, qui a jusqu'à le camp occidentalo-israélien, on voit bien qu'il prêche l'unilatéralisme et qui en prend quand même à son aise avec le droit international. On voit bien qu'il n'y a plus de droit international et que l'Amérique, par exemple, et notamment depuis le règne de M. Trump, c'est particulièrement caricatural, eh bien l'Amérique, la volonté de l'Amérique écrase tout le droit international et il n'y a pas moyen de faire de diplomatie, il n'y a pas moyen d'arriver à une solution internationale sur aucun des problèmes, puisqu'il n'y a pas les mêmes bases, il n'y a pas de base commune. C'est l'arbitraire qui du point de vue occidental, du point de vue américain, disons, et israélien, je dois dire, en ce qui concerne le Proche-Orient, puisque c'est un allié privilégié de l'Amérique, eh bien, finalement, la règle, c'est l'arbitraire, et tout le reste passe, on inverse un peu les mots, il n'y a plus de diplomatie, il n'y a plus d'usage diplomatique, on bafoue le droit international tout en s'en réclamant, et y compris les membres du Conseil de sécurité, certains membres du Conseil de sécurité, qui sont les gardiens de ces principes des Nations Unies, eh bien, sont les premiers à les violer. Donc ça ne peut pas marcher, et les Nations Unies sont complètement impuissantes, comme on le voit. Excellence, parce que là, vous êtes en train de parler d'un point très important. Vous avez parlé d'Israël, vous avez parlé des États-Unis, mais en même temps, vous avez parlé de ce silence des autres puissances, et notamment les titulaires de droit de veto. Alors, silence vaut consent. Donc, s'il y a un consentement, s'il y a un silence. Il n'y a pas de déclaration contre ce que vous êtes en train de me dire par rapport aux États-Unis et Israël, comme quoi il y a des abus. S'il y a, il y a un veto qui s'oppose. Il y a le veto depuis le veto russo-chinois depuis 2011, par exemple, qui s'oppose qui empêche un certain nombre de résolutions, notamment sur ce conflit phare qu'est le conflit syrien, qui a servi un peu à polariser toutes ces oppositions sur la guerre de Syrie, à empêcher une intervention militaire, contre le gouvernement syrien et contre l'État syrien. Alors ça, je pense que c'est une nouveauté. Ça n'a pas existé entre 1991 et 2011. Toutes les résolutions sont passées à l'unanimité. C'est à partir de 2011 qu'il y a à nouveau un veto, comme il y avait au temps de la guerre froide. Alors, c'est pas exactement l'équilibre de la guerre froide, mais il y a à nouveau une opposition. Il y a bien un camp, un nouveau camp dirigé par les États-Unis et Israël, mais les pays occidentaux, malheureusement, sont partis, les pays européens sont partis, l'Union européenne, et puis un autre, et puis Israël, qui est l'antenne, moi je l'appelle Israël, je dis toujours, c'est le cœur battant de l'Amérique, en quelque sorte. C'est pas un État américain, mais c'est plus qu'un État américain, c'est vraiment le cœur de l'Amérique, je crois. Et puis deuxièmement, je pense qu'il y a l'autre axe auquel adhèrent un certain nombre de pays, y compris arabes, et en fait, en ce qui concerne le Moyen-Orient, l'enjeu du conflit entre ces deux camps, eh bien, quand on revient au Moyen-Orient, eh bien, on trouve Israël qui est omniprésent, et puis ceux qui sont censés s'opposer à l'hégémonie d'Israël, eh bien, c'est un certain nombre de pays que je ne citerai pas ici, mais enfin, je pense qu'il y a la Syrie certainement, l'Irak, peut-être l'Iran certainement, et puis peut-être d'autres pays. Qui refusent cette hégémonie et qui refusent en fait de laisser Israël emplir tout l'espace moyen-oriental et devenir la puissance dominante et qui dirige à sa guise et qui bombarde à sa guise et qui ce qui m'amène, Excellence, à la question principale. Oui. Tout le monde en parle, et on parle très prochainement. Cette transaction du siècle selon les Américains et les Israéliens, amènera la paix. De quoi il s'agit? Non, alors ça n'amènera certainement pas la paix, la transaction du siècle. D'abord,
on peut penser qu'elle ne sera certainement pas adoptée, puisqu'on a demandé l'avis de beaucoup de gens, mais on n'a pas demandé l'avis des gens qui étaient contre, notamment des premiers intéressés, qui sont les Palestiniens. Je crois que pour la première fois depuis une éternité, il y a une unanimité de tous les mouvements palestiniens, depuis l'autorité palestinienne, le Hamas, le Djihad islamique, le FPLP, l'OLP, le Fatah, etc., pour récuser fermement, je dirais, l'idée même d'une transaction du siècle et son contenu supposé, qu'on ne connaît pas. Et puis, pas vraiment. Et puis deuxièmement, pour récuser ce conflit, y compris toutes les manifestations par lesquelles certains pays, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, essaient de faire passer cette transaction du siècle et de convaincre les Palestiniens d'y participer. Alors, on ne connaît pas d'ailleurs le contenu, mais enfin, il est clair que depuis la création de l'État d'Israël, depuis 1947, le plan de partage, 1948, le problème palestinien a été un problème politique, un problème de récupération de la souveraineté. Le plan de partage prévoyait un État juif qui a été créé, un État arabe qui n'a jamais été créé, et puis un statut spécial pour Jérusalem qui n'a jamais existé, qui a été bafoué par Israël notamment. Alors je pense que quand on voit cette situation, il est clair que Israël n'a eu de cesse que d'obtenir qu'il ne se passe rien du tout, qu'il n'y ait jamais de création d'État arabe en occupant des territoires, etc. Tous les territoires potentiellement palestiniens ont petit à petit disparu par l'occupation, la colonisation, les implantations, etc. Le statut de Jérusalem, on sait ce que c'est devenu, puisqu'avec l'appui des États-Unis, Jérusalem a été reconnue en fait, par les États-Unis comme la capitale éternelle de l'État d'Israël, et la ville, finalement, on lui dénie tout avenir arabe, alors que c'est une ville arabe, globalement. Et puis, troisièmement, la Cisjordanie, où ce qu'il en reste, non seulement est devenu, disons, un archipel, comme on disait, c'est-à-dire avec des petits îlots qui sont séparés par des routes de contournement, des murs, des barrages, etc., et des colonies d'implantation israéliennes, et qu'il envoie maintenant, c'est même plus un archipel, ce sont des confettis. Et on sait qu'il y a une volonté, finalement, plus ou moins, du gouvernement israélien, de Netanyahou notamment, d'annexer et d'enterrer complètement ce qui restait de la Palestine et de faire de Gaza une espèce de zone franche, peut-être. On ne connaît pas la teneur de la transaction du siècle, mais en tout état de cause, on sait, et c'est ce que les Palestiniens et ceux qui refusent ce plan considèrent, c'est que cette transaction du siècle consiste à régler un problème national, un problème politique de droit international. Israël devrait appliquer le droit international puisqu'il a été créé par une résolution des Nations Unies. Et donc, il s'agit de transformer, de trouver une solution commerciale, économique et financière la transaction du siècle à un problème qui était au départ un problème de droit international. En réalité, par exemple, il y a avant tout d'empêcher la question de territoire, de rayer la Palestine de la carte et de rayer toutes les traces d'occupation, d'implantation, enfin d'existence de la Palestine et du peuple palestinien de la terre de Palestine. Ça, je crois que c'est le but et qui est en train finalement d'avancer un grand pas. Mais heureusement, il y a eu encore une fois une résistance, ça peut prospérer comme ça, parce que d'abord, M. Trump n'est pas chargé et mal placé pour dire le droit international. Le fait qu'il reconnaisse, par exemple, la souveraineté d'Israël sur le Golan, qu'il reconnaisse que c'est la capitale éternelle d'Israël, que Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël, qu'il reconnaisse tout et le droit d'Israël à se défendre et au fond à annexer n'importe quoi. Je pense que ça ne peut pas être considéré comme une application du droit international. Il n'est pas censé, il n'a pas la capacité de dire le droit. Ça n'est que M. Trump. Excellence, devant ce bilan de quoi vous parlez depuis tout à l'heure, on voit en face un monde arabe disloqué. Alors, le monde arabe est complètement disloqué. Oui, vous avez raison. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent, ces pays arabes depuis 2011, c'est vrai. Mais alors, on doit voir quelle est la raison. Il y a plusieurs thèses là-dessus. Donc, depuis 2011, effectivement, on a parlé il y a eu des mouvements populaires. Certains ont dit que c'était des révolutions. Moi, je ne suis un peu sceptique là-dessus. Beaucoup de gens sont sceptiques. Quand on voit les résultats, on trouve que c'est drôle, que ce sont de drôles de révolutions. Certainement dans tous les pays arabes, probablement, mais comme dans tous les pays de la planète, y compris la France, y compris les États-Unis, tous les pays sans exception de la planète, il y a des problèmes, il y a des choses qui ne vont pas. C'est pas pour ça qu'on voit des opposants,
par exemple, demander une intervention étrangère et demander à des parties étrangères ou des terroristes de venir détruire son propre pays. Ça, c'est une grande nouveauté, mais c'est ce qui est arrivé dans plein de pays quand même, depuis tous les pays arabes. Beaucoup de pays arabes ont été affectés, sinon tous. Et donc, ça, c'est quand même un phénomène on voit le résultat, en tout cas, on ne voit pas beaucoup de progrès par ce biais-là, en tout cas, de la démocratie. Et puis encore une fois, est-ce que c'est pas à l'Occident, c'est pas à l'Israël, c'est pas au mouvement terroriste, en fait, de décider que ce qui va être démocratique ou pas. Quand même, il y a quelque chose, il y a un paradoxe quelque part qui ne fonctionne pas. Et donc, l'interrogation, elle persiste, et on peut s'interroger parce qu'on voit plus le résultat. C'est pas du tout qu'il y a plus de démocratie ou de droits de l'homme, ainsi de suite. Bien sûr, il y a des sujets de mécontentement dans tous les pays, dans les pays arabes comme d'autres. Alors, on les exagère un petit peu quelquefois, mais ils existent dans tous les pays. Et dans tous les pays, moi, je serais scandalisé que dans mon pays, par exemple, où il y a plein de choses qui ne vont pas, mais je n'accepterai jamais qu'on vienne dire qu'il faut détruire le pays, la France, parce qu'il n'y a pas assez de démocratie, parce qu'il n'y a pas assez de ceci, il n'y a pas assez de cela, il y a des problèmes de tous ordres que tout le monde connaît. Mais sauf que, Excellence, qu'il ne faut pas oublier, il y a un point de taille. Il y a des pays arabes riches qui interviennent à visage découvert et qui participent à cette destruction. Bien sûr. Mais la question, pourquoi il y a l'Arabie Saoudite, les Émirats, pour ne pas les arabes, et puis la Turquie, puis le Qatar et la Turquie notamment. Bon, c'est vrai que non seulement ils ont participé, mais ils sont alliés à des pays occidentaux, voire maintenant à Israël, pour poursuivre la destruction, disons, des États arabes les uns après les autres. C'est ça le résultat. Les États arabes sont détruits, sont coupés en 3, 4, 5 partitionnés, et donc ça c'est inquiétant. Parce qu'il semblerait que plein de gens n'aient pas tiré les leçons de ce qui est arrivé depuis 2011, malgré le coup d'arrêt qui a été donné en Syrie, par exemple, et puis dans d'autres pays. Mais c'est vrai qu'on voit bien une espèce de reprise, il y a une espèce de deuxième vague de faux printemps arabe dans plusieurs pays. Bon, je sais pas, je crois qu'on peut en parler comme ça, au moins les citer, en Libye, au Soudan, en Algérie, peut-être en Tunisie, peut-être qui sait, Dieu sait où. Bon, et ça, bon, alors il y a des revendications qui sont sûrement légitimes, il y a des motifs de plainte, encore une fois, mais rien ne justifie de casser un pays pour obtenir satisfaction à des revendications économiques, politiques ou démocratiques, etc. Ça, rien du tout. Sauf que, il n'y a pas de raison que les pays arabes fassent exception à la règle. Sauf que, Excellence, il y a quand même un paradoxe, hein, il faut l'admettre aussi. Parce que nous, on est en train de regarder d'un angle, mais il y a un autre angle qu'il faut tenir compte. Est-ce que peut-on considérer l'alliance et le soutien d'un certain nombre de pays arabes dits musulmans à l'État hébreu dans cet instant T, comme quoi simplement eux ils disent il est temps qu'on arrête la guerre, il est temps qu'on vit en paix avec l'État d'Israël, et les autres arabes les pays arabes qui veulent pas, on va les attaquer. Voilà. C'est-à-dire le monde arabe est dans un triste état, effectivement, il est très très divisé. On voit que c'est vrai, on peut le déplorer, mais on voit que finalement les États qui sont en train de partager un pouvoir de décision dans la région, finalement dans la région arabe, ce ne sont plus des États arabes, c'est des États qui sont parfois musulmans, comme la Turquie ou l'Iran, effectivement. Moi, je porte pas de jugement, mais enfin, je constate. Et puis Israël, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on peut accepter, quand on a parlé de la cause palestinienne comme étant la cause sacrée des Arabes et des musulmans depuis, le plan de partage de la Palestine en 1947, est-ce qu'on peut accepter maintenant tout d'un coup dire finalement et trouver du bon à se dire il faut coexister avec les Israéliens et laisser tomber, liquider tous les droits, liquider la cause palestinienne sous prétexte d'une transaction à coût de milliards de dollars. Et à noter, parce que c'est le souhait des Américains poussé par Israël, et deuxièmement, ce plan, effectivement, il n'est même pas payé ni par l'Occident, ni par Israël, ni par les Américains. Les dédommagements, ils seront payés par les Émirats, par l'Arabie Saoudite, par les pays pétroliers du Golfe, donc par des pays arabes. Je ne comprends. Il est difficilement compréhensible et admissible que ça se passe comme ça. C'est parfaitement injuste et c'est abracadabrantesque.
Ça n'a pas de logique. Ça fait partie du désordre mondial parce que ça trouve beaucoup d'écho en Occident, en Israël, y compris dans plein de pays arabes. Enfin, je ne citerai pas d'exemple, mais c'est vrai que c'est bien admis et qu'on voit une espèce de normalisation globale. C'est ça le but aussi d'Israël et des États-Unis, notamment de M. Trump, d'obtenir une normalisation d'Israël avec les pays arabes, plutôt des pays arabes avec Israël, en commençant par ceux du Golfe, qui sont les plus perméables à cette pression, et puis d'en faire finalement afin que Israël trouve sa place. Israël, finalement, est un État religieux, ça n'est même plus un État binational avec des Arabes et des Juifs, c'est devenu, c'est de facto un État juif, un État qui pratique, moi je dirais l'apartheid, enfin la discrimination en tout cas, entre les Palestiniens et puis les Juifs. Globalement, c'est un État qui pratique la discrimination, pour ne pas l'appeler par un mot plus accusateur. Écoutez, les choses sont claires. Comme je dis depuis toujours, donc par rapport à cette émission, toute personne ou toute institution qui se sont enfoncées par rapport à ces déclarations des uns et des autres, le droit de réponse est garanti au sein de l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Le débat continue. Il me reste 2 minutes, Excellence. Une toute dernière question, si vous le permettez. Je vous en prie. C'est quoi votre réflexion à ces résultats des élections européennes? Des résultats des élections européennes, je déplore que l'Europe soit carrément tenue captive et soit fascinée par les États-Unis. On ne peut pas dire qu'il y a une bonne entente entre Trump et les Européens. Monsieur Trump ne ménage pas les Arabes, c'est le moins qu'on puisse dire, ni les musulmans de façon générale. Il a incité tous les Arabes et les a convaincus à considérer que l'Iran est leur ennemi numéro 1 et non plus Israël. Mais il ne ménage pas non plus ses autres alliés, notamment les alliés européens. Il ne les ménage pas, il y a des relations très tendues, mais je constate que les Européens, pour plein de raisons, spontanément, lorsque l'Amérique décide quelque chose, eh bien, suivent l'Amérique. Et ça, je le déplore. L'Europe, les élections européennes n'y changeront rien du tout, parce que je pense que la vocation de l'Union européenne, c'est pas spécialement de donner l'indépendance aux Européens, c'est au contraire de les maintenir sous la tutelle et dans la dépendance des États-Unis. Du moins, c'est mon point de vue. Si vous voulez, vous avez dit qu'il y a la variété des opinions, c'est mon point de vue à moi. Parfait, Excellence. Merci infiniment de cet éclairage, fort intéressant. Il faut bien préciser dans notre auditoire que Excellence Michel Rambaud, ambassadeur, retraité, conférencier et professeur des relations internationales, auteur de plusieurs ouvrages, notamment Le Soudan dans tous ses états, 2012, deuxième édition mise à jour 2019, Tempête sur le Grand Moyen-Orient, première édition 2015 et deuxième édition augmentée en 2017. 2017. Et puis je viens de publier un livre qui s'appelle Les guerres de Syrie, qui est dans les librairies dans 2 ou 3 jours. Eh ben écoutez, qui porte sur les guerres de Syrie. C'est quelle édition? C'est quelle édition? Glyph, G-L-Y-P-H-E. Les éditions Glyph. Parfait, parfait. Oui. Excellence, merci infiniment. Ça sera disponible en quelques jours. Parfait. Parfait, le message est clair. Merci infiniment, Excellence. Je vous dis à très bientôt. Oui, merci beaucoup et merci beaucoup de m'avoir invité. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.